Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actu. On parlera évidemment de la mobilisation à venir demain contre la réforme des retraites. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 6 mars 2023 et notez qu'Amélius Hernandez nous a quittés à l'âge de 73 ans. L'ex-président du SIAG, le syndicat de l'eau, est exilé en République dominicaine depuis le scandale des journées de l'eau, s'est éteint suite à un AVC. Et Sylviane Telchid, potomitan et défenseuse du créole, est décédée hier à l'âge de 81 ans. Originaire de Capesterre-Belle-Eau, elle était professeure de français et créole au collège et à l'université. Aux côtés d'Hector Poulet, elle a beaucoup travaillé à l'élaboration du premier dictionnaire créole guadeloupéen, une langue maternelle démocratisée de multiples façons, comme l'adaptation de pièces de théâtre en créole. Nous sommes partis à votre rencontre, voir ce que vous retenez de cette grande dame. Regardez. C'est un pilier de la Guadeloupe. Non, mais aujourd'hui j'ai acheté un bouquin pour ma fille pour la philo. Et on m'a dit, est-ce que vous voulez acheter le dictionnaire, le petit bouquin bleu qu'elle a écrit, parce que j'ai appris son décès hier. Et donc j'en ai appris deux, un pour ma fille et moi, et puis un pour une amie qui habite en Martinique qui fait une licence de créole. Donc je me suis dit ça pouvait l'intéresser. Mais je ne l'ai pas du tout connue parce que moi j'étais élevée en métropole. C'est une dame qui a œuvré pour le créole, pour la langue créole en Guadeloupe. Et son travail a été bien vu par certaines parts, je ne dirais pas par la gente guadeloupéenne, mais par une partie. J'ai entendu parler d'elle aux informations vers 13h, mais je ne la connaissais pas, malheureusement. Oui, c'est professeur de français de créole de Capesterre-Belle-Eau. Oui, pas vraiment très bien, mais bon, j'ai entendu parler d'elle en fait. Elle était prof, écrivaine aussi. Et comment on dit, elle est partie, elle nous a laissé, c'est ça, il faut faire avec. Elle a milité pour le créole en Guadeloupe et ça a porté ses fruits, franchement ça a porté ses fruits. C'est une dame qui a toujours œuvré pour la Guadeloupe, pour son pays. Elle s'est toujours battue pour les Antilles. Mais c'était une femme forte. Voilà. Il fait un lot pour le créole en Guadeloupe, le créole soit à l'école. Donc c'est promotionnel à l'école, nous commençons par les créoles. Et ils font un bel travail. C'est grâce à mon conseil qui fait ce créole là devant à présent. Je ne la connaissais pas très bien, je la connaissais par le média en fait, mais je ne connaissais pas très bien. C'est une madame très ouverte, très gentille, très juste. C'est pas plus mauvais professeur jeune. C'est une grande dame qui part, c'est une bibliothèque qui s'en va aussi. Elle a fait partie des grands de notre communauté et c'est une grande perte. Elle était une militante à ce niveau-là, au niveau du créole, ouais, exactement. Et que voilà quoi. C'est qui a fait que si on va continuer par les créoles. C'était une femme qui avait beaucoup de valeurs, surtout le créole. Et voilà, je ne peux plus rien dire parce que je ne la connaissais pas vraiment. J'ai juste regardé son reportage hier soir à la télé et j'avais déjà entendu parler d'elle. Elle a bercé mon enfance avec ses écritures et voilà. C'est une grosse perte quoi, parce que c'était une femme bien connue. Son âme repose en paix. Retour maintenant sur la veillée culturelle en hommage à Claude Jean-Pierre. Plusieurs centaines de Guadeloupéens étaient rassemblés sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre pour demander justice pour cet homme victime de violences policières. Le reportage. Là, nous décidons de faire ensemble pour demander justice, pour demander que le peuple Guadeloupe doubout et surtout pour revendiquer droit en nous. Parce que jeudi là, nous nions dignité et des fois on procurait qu'à demander un non-lieu à dans faire là ça, nous qu'a dit non. Donc jeudi là, la Guadeloupe là, la population là qui soutient nous pour dire non au non-lieu. Aujourd'hui, nous étions dans un devoir de mémoire pour que la justice puisse être rétablie. Malheureusement, nous faisons partie d'un peuple colonisé par un État qui est l'État français. Et nous avons conscience que notre situation de colonisé ne nous permet pas d'avoir une justice équitable.
Et c'est ainsi que depuis des années, nous voyons tuer nos pères, nos frères, notre jeunesse, nos grands-parents. Il n'y a pas de critère d'âge, il y a juste, on va dire, l'image de l'homme noir. Critère de peau, critère d'identité afro-descendante. Nous ne pouvons pas accepter non lieu là ça. Genre de là, avocat nous parler, avocat nous mettre en avant en lourd incohérence dans le dossier là ça. Nous avons dit que ces gens d'Abla a menti. Nous avons dit que gens de là, c'est des gens d'Abla charliers et boyés. Ils vont continuer à vivre vie tranquillement. Pendant que nous allons mettre vie en nous entre parenthèses. Nous avons voir que nous obligés de faire manifestation pour demander justice. Alors que tout le monde voit quand il fait une vidéo là. Alors nous avons trouvé ça pas normal. Dans un pays de droit, dans une démocratie, c'est pas normal qu'il y ait une vidéo que tout le monde voit là, qu'il n'y ait pas à minima un procès pour nous demander explication. Aujourd'hui, c'est Claude Jean-Pierre. Demain, ça peut être mon père, mon frère et pourquoi pas ma mère. Donc, le devoir de mémoire que nous avons fait aujourd'hui, nous avons rendu hommage à Claude Jean-Pierre dans l'espoir de rétablir une justice dans ce pays de Guadeloupe. À cirer pas peut-être. Il serait juste que le peuple de Guadeloupe se lève enfin pour dire stop au massacre, à l'assassinat. Nous remercions de force, de courage, parce que c'est ça qui a fait nous tienne depuis 2 ans et demi. Si pas tout ça, nous alentour nous, Fatia, moi, nous pas pour nous. Nous sommes des gens qui ont mené un combat, mais tout seul nous pouvons changer les choses. Et donc c'est ensemble, là nous avons fait masse. Nous ensemble, que nous pouvons peser et que nous pouvons faire nous respecter nous. Donc nous voulons faire nous respecter nous, nous disons honneur en nous, dignité en nous. Trop longtemps, nous avons fait nous subir tribulation, nous ponter au nos lieux et à dans affaire à Claude, péquer nos lieux. Nous avons mobilisé nous avons fait appel à Peuple Guadeloupe, nous avons fait appel à tout le monde qui peut bailler en force en Jean Ayou pour nous dire non non lieu et pour nous procès à Claude pour ces gens d'Abla répondre des actes à eux. Un reportage signé Vianney Valverde. Et notez que Rudy Mélas a disparu depuis le 4 février dernier. Il n'a pas donné signe de vie depuis une balade en forêt dans le secteur de Saint-Phy. L'homme souffre de troubles psychiques, de retard mental et de difficultés d'élocution. Il est par ailleurs en rupture de soins. Il est âgé de 51 ans, a les cheveux en bataille, les yeux marrons et mesure 1,73 m. Si vous avez des informations, merci de contacter les numéros affichés sur votre écran. Et on part maintenant pour la signature des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité au rectorat à Dotemar. Ces contrats s'adressent aux enfants scolarisés du CP au lycée qui ne disposent pas dans leur environnement familial et social de toutes les conditions nécessaires pour s'épanouir et réussir à l'école. Un nouveau dispositif destiné à terme à prendre la place des actuels réseaux d'éducation prioritaire. On fait le point avec la rectrice. Cette signature vient consacrer tout un travail qui est réalisé déjà depuis plus d'1 an et demi par les équipes éducatives et qui consiste à partir d'un diagnostic et de tout un ensemble d'actions qui ont été définies par les équipes elles-mêmes à faire évoluer les élèves et à réduire les écarts aussi en termes de réussite scolaire. Nous en attendons beaucoup, nous avons déjà de très bons résultats. Déjà, je dirais au niveau académique, c'est important de rappeler que nous avons réduit tous les écarts par rapport au national, donc il y a déjà une progression extrêmement importante. Et le dispositif IDEAS, celui qui aujourd'hui est consacré à travers les contrats locaux d'accompagnement, a permis d'aller encore plus loin et on voit des équipes très engagées, très mobilisées sur le dispositif et qui ont su par elles-mêmes identifier les pistes pour améliorer les réussites. Les parents sont concernés, les collectivités, les associations qui gravitent aussi autour des écoles, par exemple l'UCEP ou l'UNSS sur la partie sportive ou des associations culturelles. C'est l'ensemble de la communauté éducative qui se mobilise pour améliorer les résultats des élèves.
Secteur de l'éducation qui devrait être particulièrement impacté par la grève générale de demain. Les syndicats sont en ordre de bataille pour dire non à la réforme et aux 43 annuités de cotisation pour une retraite à taux plein. Un mouvement pressenti au national comme une mobilisation d'envergure avec plus d'1 million de manifestants attendus. Reste à voir l'impact effectivement ici en local. Et notez également que le Sénat a voté l'extinction des régimes spéciaux de la RATP. Bon, il restait déjà pas grand-chose au niveau de la RATP, mais il y a aussi le régime spécial donc des industries électriques et gazières qui saute, celui de la Banque de France, celui des clercs et employés de notaires, mais aussi le régime du Conseil économique, social et environnemental qui devrait donc tous les 5 passer à la trappe. Sénateurs qui d'ailleurs n'ont pas voté par contre la fin de leur propre régime spécial. Ah là là. Et on enchaîne maintenant avec la reprise du comité de pilotage des autorités en lutte contre l'habitat indigne. Plus de 10% des résidences principales en Guadeloupe sont insalubres. Un chiffre inquiétant. Regardez. Le but de la séquence d'aujourd'hui, c'est de relancer ce comité de pilotage du pôle avec les partenaires de la justice, de l'ARS et de la préfecture, les services de l'État, avec l'ADA, l'ARS, et voilà, donc, et avec les élus surtout du territoire, qui sont les premiers acteurs en matière de repérage des situations d'habitat indigne. En Guadeloupe, le taux d'habitat indigne est quand même assez important, puisque je pense qu'on est au-dessus de 10% des résidences principales qui sont affectées par cet habitat indigne. Voilà, et donc à ce titre-là, il y a beaucoup de travail. Il y a 10 000 logements potentiellement indignes sur le territoire, et donc il convient d'y apporter une solution et donc de proposer des solutions de relogement à ces ménages via des opérations de résorption de l'habitat insalubre. Pour mettre en œuvre ces actions, il y a des moyens financiers au titre de la ligne budgétaire unique au niveau des crédits de l'État, et on conventionne avec les collectivités qui s'appuient sur des SEM d'aménagement, donc un concessionnaire pour porter l'opération, accompagner les ménages dans les opérations de relogement et de reconstruction de leur logement. On peut mettre en œuvre le pouvoir d'action des maires ou des présidents de PCI et du préfet, voilà, sur différentes procédures pour prendre des arrêtés, prescrire des travaux et obliger les propriétaires à réaliser les travaux, tout en protégeant le droit des occupants. Voilà, c'est ça qui est important. Donc ces procédures permettent effectivement aux ménages de réintégrer ensuite leur logement en étant dans un logement digne et décent. Les réunions de quartier à Petit-Bourg se poursuivent avec une rencontre des habitants d'Arnouville. L'objectif étant de recueillir les doléances des administrés pour des équipements et mesures plus adaptés à leurs besoins. L'occasion aussi de présenter cette fois-ci le dispositif qui sera mis en place pour la gestion des sargasses qui débarquent déjà. Oui, c'est très prématuré cette année. C'est pas de bon augure tout ça. Le reportage. On a recommencé un cycle de rencontres avec notre population. On l'a fait dans le quartier d'Arnouville, on l'a fait dans le quartier de Poirier, puisque nous avions des projets à présenter, des projets pour rénover certains quartiers, rénover certains équipements, faire de sorte qu'ils soient plus adaptés aux besoins actuels de notre population. Et sur les secteurs d'Arnouville et du Bourg, nous voulons notamment présenter le dispositif pour la gestion des sargasses que nous présentons, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer d'autres sujets qui sont importants pour notre population. En l'occurrence, ce soir, nous discutons particulièrement des questions relatives à la gestion, au matériel nécessaire, aux accords que nous trouvons aussi avec des partenaires tels que l'État, la région, le département, pour pouvoir réussir une gestion des sargasses, parce qu'on nous prévoit déjà de gros arrivages, et donc nous ne pouvons rester impuissants face à cela. Nous savons que nous ne pouvons pas agir tout seuls, nous ne pouvons pas financer tout seuls. Il était important pour nous de dire à notre population à quel point nous en sommes, et que nos travaux se poursuivent avec l'État, avec le département, avec la région Guadeloupe. Je pense que c'est important de pouvoir dire ce que l'on vit au quotidien et puis de voir avec les élus ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça qu'on est venu ce soir. Là, on a eu un début de réponse. Je pense qu'il y a des choses encore à affiner pour permettre que tout le monde puisse en profiter et puis que la nuisance s'arrête. Ce que je pense, c'est l'initiative qu'ils prennent
et le challenge qu'il lance, parce que bon, c'est vraiment pas un petit challenge, et on va voir ce que ça fait au niveau du gouvernement. Est-ce qu'ils vont suivre vraiment, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment faire des sacrifices pour atteindre les objectifs au niveau de la Sargasses et pour les habitants, pour avoir un peu de paix à ce niveau-là. Bien entendu, nous sommes toujours interrogés sur la question de la gestion des déchets, la collecte des encombrants, la collecte des ordures ménagères. Ce sont des sujets qui concernent le quotidien de nos concitoyens et nous comprenons aisément que ce qui gêne leur quotidien soit évoqué à ces questions-là. Bien entendu, nous ferons le point aussi avec le partenaire qui est la communauté d'Aglo pour que les services soient améliorés et que nos populations ne soient pas autant impactées à la fois d'une part par les sargasses, mais aussi des questions de déchets. La prochaine réunion, elle aura lieu à Grande-Savane. Des sargasses qui échouent même du côté du sud Basse-Terre à Rivière-Sens. Comme je vous le disais, c'est pas de très bon augure pour cette année, vu la précocité déjà des échouages. Et on part maintenant pour l'inauguration d'un nouveau fabricant d'emballage installé à Lamentin. Il s'agit de Bio With You, spécialisé dans les bouteilles et les pots de conservation. Réalisé principalement à base de bagasse, les emballages sont réutilisables, compostables et biodégradables. Le reste en images. La particularité de cette usine, c'est qu'elle va permettre en fait à la population d'avoir des bouteilles pour le jus, l'eau, des contenants pour leurs épices ou pour le sucre ou pour de la confiture avec une fabrication locale de façon à ce qu'on puisse répondre localement à la demande des producteurs. Alors c'est une très belle innovation parce qu'elle a plusieurs particularités. Nos produits sont réutilisables, ils sont compostables et elles sont biodégradables. Et la bagasse de canne à sucre étant un déchet, elle va permettre effectivement de réutiliser un déchet pour créer un produit qui est juste magique et innovant, tout à fait. Alors ce n'est pas uniquement avec les déchets de la bagasse de canne à sucre, mais la bagasse de canne à sucre est l'élément majeur en fait du produit, de la conception du produit. Nous avons développé une unité de traitement, comme je vous l'ai dit, qui va traiter l'eau au niveau du point d'usage. Et nous avons différentes successions de filtres qui vont traiter et sécuriser l'eau, et puis une unité de reminéralisation au point d'usage qui va nous permettre d'avoir une eau saine et une eau reminéralisée que vous pouvez déguster. Donc aujourd'hui, nous avons un partenariat avec Bio With You, et c'est Bio With You qui va commercialiser ces unités. Elles vont être mises à disposition des collectivités, des établissements recevant du public et également des entreprises où il y a beaucoup de passages, par exemple. Nous, avec nos unités, on peut produire entre 0,5 m3 et jusqu'à 10 m3. Donc vous voyez, c'est de 500 litres à 10 000 litres par heure. Après, ça sera en fonction des besoins de nos clients. L'objectif de l'entreprise, effectivement, c'est de développer les structures sur tout l'arc antillais. La première unité de production est en Guadeloupe. On a prévu pour 2025 la deuxième unité de production qui sera sur la Martinique. Sainte-Lucie, la Dominique sont en cours en ce moment de signature pour installer les usines de soufflerie. Et on se rend maintenant à Basse-Terre, où la clinique PITA, le centre hospitalier Maurice Selbonne et l'association Agos organisaient une journée de sensibilisation autour de l'obésité. On est aujourd'hui à la manifestation qu'on a organisée pour sensibiliser le grand public sur la problématique de l'obésité. Donc on se trouve sur l'esplanade du port de Basse-Terre. Et sont présents les différents acteurs de la filière de soins obésité, que sont donc la clinique Centre médico-social PITA, le centre hospitalier Maurice Selbonne, l'association Agos, et puis également la Caisse nationale d'assurance maladie avec le programme Pralimapines. On a la chance aussi d'accueillir d'autres personnes qui sont venues en soutien, donc notamment un coach sportif qui nous fait le plaisir d'animer une séance de Socafit qui s'est passée tout à l'heure, et une influenceuse, des faramineuses, qui va proposer et organiser un défilé de mode cet après-midi. C'est une maladie qui à la fois est visible mais en même temps mal connue.
sur lesquels il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues encore. Et c'est une maladie qui malheureusement est de plus en plus fréquente dans le monde, mais particulièrement dans notre département. Être en surpoids et en obésité, effectivement, ça crée des complications par la suite. Mais également, on essaie là de faire prendre conscience sur tous les gens que ce n'est pas juste un problème de poids, mais qu'il y a autre chose derrière. Donc les gens, ce sont des gens à part entière, donc on essaye de travailler sur toutes les sphères, aussi bien au niveau psychologique, la pression sociale, aussi bien au niveau diététique, l'activité sportive, etc. La définition de l'obésité, celle que donne l'Organisation mondiale de la santé, c'est un excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la santé. Donc ça correspond à un excès de masse grasse en fait. Donc c'est important de le rappeler. C'est pas forcément un excès de poids, c'est un excès de gras. Donc c'est pour ça que les indicateurs qu'on a, dans un premier temps, c'est l'indice de masse corporelle, qui est un calcul du poids rapporté à la taille au carré. Mais ça nous donne une idée. Et derrière ça, il va falloir aller plus loin pour confirmer effectivement que c'est une obésité. Parce qu'on peut avoir un IMC plus élevé que la norme et pas forcément avoir d'excès de gras. Je pense aux sportifs, par exemple, de haut niveau qui peuvent avoir une masse musculaire importante. Et la Ligue Handisport de Guadeloupe organisait une journée pour les enfants. Avec des équipements et la pédagogie adaptée, les petits peuvent se défouler. Ils pouvaient surtout et aussi se faire des copains. Regardez. Oui, c'est une journée dédiée aux enfants qu'on a réalisée aujourd'hui. C'est un regroupement en fait de diverses activités sportives adaptées aux enfants. Donc nous avons un panel de disciplines qui sont mises à disposition pour que les enfants découvrent l'activité. Les enfants sont certes en situation de handicap, mais ça ne les empêche pas de pratiquer un sport qui est adapté à eux. Aujourd'hui, nous avons des sports de balle, par exemple, avec du ping-pong, du badminton. Nous avons du basket fauteuil, de l'escrime. On a de la danse adaptée, de l'anti-danse. On connaît pour anti-danse. Nous avons également amené des disciplines adaptées aux enfants avec des pathologies plus lourdes. Donc il y a de la boccia. La boccia, c'est de la pétanque adaptée aux enfants, de la sarbacane, du tir au laser. Il faut savoir que ma famille, il y a beaucoup de sports. Mon tati a fait de l'escrime à haut niveau, mon grand-père il a fait du vélo. Et moi j'aime tout ce qui est sport d'équipe. J'aime parler avec les gens, faire des connaissances et avoir des amis. Moi j'aimerais faire du basket parce que je trouve que c'est un sport où il faut avoir l'esprit d'équipe, il faut être rapide, il faut être intelligent, réagir vite. Et moi j'aime tout ce qui est comme ça, j'aime l'esprit d'équipe, j'aime aider les gens à évoluer et voilà. On a des activités qui s'adressent aux enfants très jeunes, dès 3 ans. Donc avec les séances aquatiques, j'apprends à nager pour les 6 ans à 12 ans. Et ensuite une spécificité de découverte en ENF, donc École de natation française, pour les personnes handi, puisqu'on est affilié au sport handi adapté, donc particulièrement de la natation, où nous faisons de l'accompagnement aussi de ceux qui sont plus aguerris de la natation course adaptée, où ils peuvent participer à des championnats de France. Voilà. De plus en plus, les barrières tombent, donc les familles amènent les enfants de plus en plus facilement à la mer, surtout le public handi, parce qu'on connaît les réalités de la partie adaptabilité. Donc les communes font des efforts aussi de plus en plus d'aménager les plages, notamment Sainte-Anne qui font les plateformes, Gosier, tout ça. Donc ça favorise en tout cas la pratique de la natation pour ce type de public. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Rappel de 2 informations quand même assez importantes, à savoir qu'Amélius Hernandez, l'ex-président du SIAG, nous a quittés aujourd'hui. Et nous avons perdu aussi Sylviane Telchid, potomitan et défenseur de la langue créole, qui s'est donc éteinte hier à l'âge de 81 ans. Une excellente soirée à vous à l'écoute de nos programmes. Je vous retrouve demain. Bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, un focus en deux temps. Dans un premier lieu, on parlera créole, et d'innovation autour du créole, puisque Benzo, notre écrivain, chercheur, professeur, spécialisé effectivement, expert de notre créole guadeloupéen, lance son site internet langue-créole.fr. Il nous en parlera après la pub. Nous parlerons également de la mobilisation à venir pour la réforme des retraites. On recevra notamment Eddy Ségur de la FSU et Mario Varro de la CFTC. Ce sera après la coupure pub. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. J'ai pas le temps de dire bonsoir et vous êtes très nombreux. En tout cas, je salue le général Franck Abar et Jimmy Kamagouva Aliar qui sont toujours présents. On se retrouve après la pub.